À 13 ans, mon père m'a battu et jeté dehors dans un blizzard après avoir cru les mensonges de mon frère. Je me suis réfugié chez mon ami jusqu'à ce que ma mère revienne le lendemain, découvre ce qui s'était passé et réduise leur monde en cendres. Salut, Reddit. J'avais 13 ans quand mon père m'a battu jusqu'à ce que je perde connaissance à cause d'un mensonge et m'a jeté dehors en plein blizzard. Mais je vais trop vite. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Hunter, j'ai 18 ans. De l'extérieur, ma famille semblait normale. Mon père tenait une carrosserie à Lansing, dans le Michigan. Il rentrait tous les soirs en sentant le diluant à peinture et la testostérone, racontant à quel point il travaillait dur. Ma mère tenait la comptabilité de 3 petites entreprises, s'assurait que les factures étaient payées et qu'il y avait à manger sur la table. Mon frère aîné, Damon, avait 17 ans et avait réussi à convaincre tout le monde qu'il était le don de Dieu à l'humanité. Et puis il y avait moi. Des notes correctes, discret, je jouais de la batterie au sous-sol. Je ne causais pas de problème et ne demandais pas grand-chose, j'existais simplement en arrière-plan. Damon et moi nous entendions bien quand nous étions plus jeunes. On allait en vélo à la station-service pour des granités, on jouait aux jeux vidéo, des trucs de frères normaux. Mais vers l'époque où je suis entré au collège, il a découvert son talent spécial, il pouvait mentir droit dans les yeux de mon père et être cru à chaque fois. Ça a commencé doucement. 18 € manquaient dans le portefeuille de papa. Damon dit qu'il m'a vu près de leur chambre. Je suis consigné pendant 2 semaines. Une bosse sur le camion de papa. Damon jure qu'il m'a vu lancer une balle de baseball près de l'allée. Un autre mois sans mon téléphone. Le schéma était si évident que j'ai commencé à le noter dans un carnet que je gardais sous mon matelas. Les choses ont empiré quand Damon a compris qu'il pouvait s'en tirer avec n'importe quoi. Il a gravé son nom sur le mur du sous-sol avec un tournevis. Il a dit à papa que je l'avais fait pour être drôle. J'ai passé 3 week-ends à repeindre tout le sous-sol en guise de punition. Il a cassé l'ordinateur portable de maman en renversant du soda dessus. Il a dit qu'il m'avait vu l'utiliser sans permission. J'ai perdu mes privilèges d'ordinateur pendant 6 mois, et ainsi de suite. Et chaque fois que j'essayais de me défendre, on me criait dessus. On ne me croyait pas. Je documentais tout. Les dates, ce qui s'était passé, la punition que j'avais reçue. À l'âge de 13 ans, j'avais 42 entrées. 42 fois où Damon m'avait sacrifié et s'en était tiré sans une égratignure. J'avais arrêté de me défendre. À quoi bon? Papa avait déjà décidé que j'étais le raté qui avait besoin d'une correction constante. Maman voyait ce qui se passait. Je la surprenais parfois à regarder quand papa s'en prenait à moi pour quelque chose que Damon m'avait reproché. Elle avait ce regard, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne le pouvait pas. Ou peut-être qu'elle avait peur. Quoi qu'il en soit, elle me disait plus tard de laisser tomber. D'être le plus intelligent. De ne pas faire de vagues. Alors j'ai encaissé. Chaque accusation, chaque punition, chaque fois que Damon me souriait d'un air suffisant de l'autre côté de la pièce pendant que papa me démolissait. J'ai tout enduré. Papa avait toujours été brutal. Il me poussait contre les murs quand il était en colère, m'attrapait la nuque assez fort pour laisser des marques, se mettait face à moi et hurlait jusqu'à ce que des postillons volent. Maman lui disait de se calmer, mais elle ne l'arrêtait jamais vraiment. Et Damon a appris du meilleur. Il me bousculait quand papa ne regardait pas, sachant que je ne riposterais pas, car alors c'est moi qui aurais des ennuis pour avoir commencé quelque chose. La semaine où tout a explosé a commencé à la mi-décembre. Cet hiver brutal du Michigan où il fait nuit à 16 h et où le froid vous transperce les os. L'école, c'était l'école. J'apprenais un morceau de batterie compliqué pour le concert d'hiver, passant la plupart de mon temps à m'entraîner au sous-sol. Damon avait agi bizarrement toute la semaine, plus secret que d'habitude, verrouillant constamment sa porte, effaçant son téléphone toutes les 5 minutes. Je pensais qu'il dealait ou qu'il avait une fille qu'il cachait. Quoi qu'il en soit, je m'en fichais. Maman était partie 4 heures au nord, à Grand Rapids, le dimanche précédent. Sa mère, ma grand-mère Sophia, avait une pneumonie et n'allait pas bien. Les médecins disaient que c'était sérieux compte tenu de son âge et de ses autres problèmes de santé. Maman prévoyait de rester toute la semaine, peut-être plus longtemps selon l'évolution des choses. Elle avait rempli le congélateur, écrit des instructions, dit à papa de tenir le fort pendant son absence. Cela me laissait seul avec papa et Damon pendant 7 jours. La maison semblait plus tendue sans maman. Papa était stressé à cause de la carrosserie.
Un gros contrat d'assurance avait mal tourné et il craignait de ne pas être payé. Cela signifiait qu'il rentrait en colère tous les soirs, cherchant sur quoi se défouler. Je me suis rendu invisible. Je dînais vite, faisais mes devoirs au sous-sol, restais hors de son chemin. Puis le jeudi soir est arrivé. Je suis rentré de l'école vers 15h45. J'ai posé mon sac à dos près des escaliers, pris des crackers dans la cuisine et suis descendu directement au sous-sol. J'avais peut-être 2 heures avant le retour de papa. Je comptais utiliser chaque seconde pour m'entraîner. J'étais en plein milieu du morceau de batterie quand j'ai entendu le camion de papa dans l'allée. Beaucoup trop tôt. Puis j'ai entendu mon nom. Pas appelé, hurler. Le genre de volume qui vous serre la poitrine. J'ai posé mes baguettes et suis monté. Papa était dans le salon, le visage violet de rage. Damon était assis sur le canapé, jouant à la perfection son rôle de victime blessée. Et là, sur la table basse, se trouvait la montre de grand-père. La montre de mon grand-père décédé. Celle que papa gardait dans une boîte fermée à clé dans son placard. L'Omega Seamaster que son père avait porté pendant 40 ans avant de mourir d'une crise cardiaque il y a 3 ans. La montre qui, selon lui, valait 5500 € et ne devait jamais être touchée par personne. La montre qui était maintenant sur la table avec le verre complètement brisé. Le bracelet tordu, le tout ayant l'air d'avoir été frappé au marteau. Dès que je suis entré, il a commencé. « Tu crois que tu peux me voler? Casser quelque chose qui appartenait à mon père ?» Sa main était déjà serrée en un point. Je fixais la montre, vraiment confus. « Papa, je n'y ai pas touché. Je ne suis pas allé dans ta chambre. » Ne me mens pas, la voix de papa était plate. Damon t'a vu sortir de notre chambre en douce hier après l'école. Et maintenant, regarde-la. Détruite. Ce n'est pas arrivé. J'étais au sous-sol toute la journée hier. Demande à n'importe qui. Il n'y a personne à qui demander. Ta mère est partie. Il n'y a que nous. Et Damon a vu ce qu'il a vu. J'ai regardé Damon, attendant qu'il corrige ça. Qu'il admette qu'il mentait. Il fixait le sol, se mordant la lèvre comme s'il essayait de ne pas pleurer. Allez, dis-lui la vérité. Damon a levé les yeux, avec de grands yeux blessés. J'ai vu ce que j'ai vu, Hunter. Tu sortais de leur chambre avec quelque chose dans la main. Je t'ai demandé ce que tu faisais et tu m'as dit de la fermer et de m'occuper de mes affaires. C'est complètement faux. Je n'ai jamais été dans leur chambre. Je n'ai pas touché cette montre. Pourquoi j'en voudrais, de toute façon? Parce que tu es jaloux et tu as pris quelque chose de précieux pour me faire du mal. La logique de papa ne tenait même pas la route. Mais il n'opérait pas sur la logique. Il opérait sur la rage et la présomption que j'étais toujours en faute. Monte dans ta chambre. Tu es consigné jusqu'à ce que je décide quoi faire de toi. J'ai essayé d'argumenter. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais aucune raison de prendre la montre. Que Damon mentait, comme il avait toujours menti. Papa n'écoutait pas. Il m'a attrapé le bras assez fort pour me faire un bleu et m'a poussé vers les escaliers. J'ai passé la nuit de jeudi assis sur mon lit à essayer de comprendre comment Damon avait réussi son coup. La montre était enfermée dans le placard de papa, ce qui signifiait qu'il avait soit crocheté la serrure, soit volé la clé. Il l'avait prise, l'avait brisée, puis m'avait piégé pour que je porte le chapeau, et papa l'avait cru sans poser de questions. La montre était tout pour papa. C'était le dernier souvenir de son père qu'il avait, et Damon l'avait détruite juste pour m'accuser, et je ne pouvais rien y faire parce que personne dans cette maison ne croyait un mot de ce que je disais. Le vendredi a été pire. Je n'avais pas le droit de quitter ma chambre, sauf pour aller aux toilettes. Pas de téléphone, pas de batterie, pas de sortie. Papa m'a fait rester à la maison au lieu d'aller à l'école. Je suis resté assis là toute la journée à l'écouter en bas, sa voix devenant de plus en plus forte chaque heure. Il a appelé la compagnie d'assurance pour la montre, un bijoutier pour les réparations. Chaque conversation semblait le rendre plus en colère. Damon jouait son rôle à la perfection. Je l'entendais en bas être le fils serviable, proposant de préparer le déjeuner à papa, demandant s'il pouvait faire quelque chose. Papa gobait tout, lui disant qu'il était reconnaissant d'avoir au moins un fils sur qui il pouvait compter. Je voulais crier, je voulais attraper papa et le secouer jusqu'à ce qu'il voie ce qui était juste devant son nez. Mais j'avais appris il y a longtemps que devenir émotif ne faisait qu'empirer les choses. Alors je suis resté assis là,
attendant que le couperet tombe. Samedi après-midi, j'étais allongé sur mon lit quand j'ai entendu la voix de papa devant ma porte. Descends ici. Maintenant. Je suis descendu. Il était dans la cuisine avec Damon. J'ai appelé ta mère, je lui ai dit ce que tu as fait. Tu sais ce qu'elle a dit? Je n'ai pas répondu. Elle a dit qu'il était impossible que tu fasses une chose pareille. Elle a dit que Damon devait mentir. Il a fait une pause, laissant cela en suspens. Elle a pris ton parti contre le mien alors que sa mère est en train de mourir à 4 heures de route. Elle te défend. Quelque chose dans son expression a changé. J'ai dépensé 60 € pour la faire expertiser. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Elle est irréparable. 5 500 € de valeur sentimentale envolée. Sa voix a baissé. Le bijoutier a dit que quelqu'un l'avait frappé avec un marteau. Plusieurs coups. Délibérément. Il a dit que celui qui a fait ça voulait la détruire. Je ne l'ai pas fait. Papa a bougé vite. Il a attrapé le devant de ma chemise. M'a projeté contre le réfrigérateur assez fort pour que ma tête rebondisse contre le métal. N'ose pas me mentir en face. Damon était là, à regarder, sans même faire semblant d'être contrarié. La prise de papa s'est resserrée. Tu vas me rembourser. Chaque centime. Je me fiche du temps que ça prendra. Tu vas travailler. Tu me donneras chaque dollar que tu gagneras et peut-être que dans 10 ans, tu auras appris ta leçon. Je ne peux pas payer pour quelque chose que je n'ai pas cassé. Mauvaise réponse. Ce qui s'est passé ensuite est un peu flou. Le premier coup de papa m'a atteint au visage. Une paume ouverte, assez fort pour que mes oreilles bourdonnent. J'ai immédiatement goûté le cuivre. J'ai essayé de rester debout, mais mes jambes ne coopéraient pas. Ma vision est devenue tachetée. Le sol de la cuisine est arrivé vite. Puis il était sur moi. Des poings maintenant, pas des gifles. Le premier m'a touché aux côtes. Quelque chose a craqué. Je ne pouvais plus respirer. Le deuxième coup a atterri dans mon estomac. Le troisième a de nouveau atteint mon visage. Je me suis recroquevillé. J'ai essayé de protéger ma tête. Inutile. Il m'a attrapé les cheveux. M'a tiré par eux. Les racines s'arrachant. M'a jeté contre les placards. La poignée a heurté ma colonne vertébrale. D'autres coups. J'ai perdu le compte. Ma bouche s'est remplie de sang. J'en ai avalé un peu. J'ai craché le reste. Une de mes dents semblait bouger. Papa respirait fort, grognant à chaque coup comme s'il s'entraînait. J'ai arrêté d'essayer de me protéger et je me suis laissé aller. Damon était toujours là, à regarder. Son téléphone était sorti. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il enregistrait. Puis papa m'a encore frappé et tout est parti de travers. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ça aurait pu être 30 secondes ou 5 minutes. Tout s'est brouillé. Quand papa a finalement reculé, j'étais par terre, essayant de me souvenir comment respirer. Chaque inspiration était comme des couteaux dans mes côtes. Sors. La voix de papa était froide maintenant. Contrôlé. Sors de ma maison. J'ai réussi à me redresser en position assise. Mon visage me brûlait. Il y avait du sang sur ma chemise. Mes côtes hurlaient à chaque respiration. Tu m'as entendu? Sors. Il neige. Comme si ça importait. Tu aurais dû y penser avant de détruire la montre de mon père. Tu n'es plus le bienvenu ici. Prends ce que tu peux porter et pars. J'ai regardé Damon. Il souriait. Puis je me suis relevé en m'aidant du comptoir. Tout me faisait mal, mais rien ne semblait cassé. Petit miracle. Papa m'a suivi jusqu'à ma chambre, s'est tenu dans l'embrasure de la porte pendant que je prenais mon sac à dos. J'ai fourré des vêtements, mon chargeur de téléphone, le carnet où je documentais tous les mensonges de Damon. Mes mains tremblaient. Dépêche-toi. J'ai attrapé ma veste et mes baguettes de batterie. Une chose stupide à prendre, mais elle me semblait importante. Un morceau de moi-même que je ne laissais pas derrière moi. Papa m'a accompagné jusqu'à la porte d'entrée, la ouverte. Le froid m'a frappé comme un coup de poing. Il y avait déjà une dizaine de centimètres de neige au sol et il en tombait encore beaucoup. Ne reviens pas. Tu n'es plus mon fils. Il m'a poussé sur le porche et a claqué la porte.
J'ai entendu le pen dormant se verrouiller. Je suis resté là peut-être 10 secondes, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. Mes côtes hurlaient à chaque respiration. Puis l'instinct de survie a pris le dessus. Bouger ou mourir de froid. C'étaient mes options. Mon meilleur ami, Léo, habitait à 8 pâtés de maison. Ça aurait aussi bien pu être à des dizaines de kilomètres. J'ai commencé à marcher. La neige tombait de côté maintenant. Le vent coupait à travers ma veste comme si je portais du papier. Chaque pas envoyait une douleur fulgurante dans mes côtes. Je gardais un bras enroulé autour de mon torse, essayant de tout maintenir ensemble. Des voitures passaient. Personne ne s'est arrêté. Juste un autre gamin marchant dans un blizzard un samedi soir. Rien à voir ici. Deuxième pâté de maison. J'ai commencé à trembler. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Troisième pâté de maison. J'ai failli faire demi-tour. J'ai failli retourner supplier papa de me laisser entrer. Mais j'ai continué à marcher. En arrivant au 6e pâté de maison, je me suis arrêté et appuyé contre une boîte aux lettres. J'ai cru que j'allais vomir. J'avais le vertige, tout tournait. Ma vision se rétrécissait. Respire, me suis-je dit. Respire juste. Mais respirer faisait mal et j'étais si fatigué. Je voulais m'asseoir dans la neige, juste une minute. Me reposer. C'est comme ça qu'on meurt, ai-je pensé. Les gens meurent de froid parce qu'ils s'assoient pour se reposer. Je me suis détaché de la boîte aux lettres. Encore 2 pâtés de maison. Je pouvais faire 2 pâtés de maison. Je devais le faire. La maison de Léo est apparue à travers la neige comme un phare. J'ai titubé dans l'allée et martelé la porte avec mes poings engourdis. Le père de Léo, Karl, a ouvert, m'a regardé, et son expression est passée de la confusion à la fureur en une demi-seconde. Oh mon Dieu! Il m'a tiré à l'intérieur. Léo, va chercher ta mère, maintenant. Je me suis effondré sur le sol de leur couloir. Tout est devenu un peu flou après ça. Je me suis réveillé sur le canapé de Léo avec une couverture sur moi. La mère de Léo, Amy, était assise sur une chaise à proximité, me regardant comme si elle avait peur que je meure. Salut. Sa voix était douce quand elle a vu mes yeux s'ouvrir. Comment te sens-tu? Comme si j'avais été heurté par un camion. Karl veut appeler la police, mais nous voulions attendre que tu te réveilles. Qu'est-ce qui s'est passé, Hunter? Alors je leur ai tout raconté. L'expression d'Amy s'est durcie à chaque détail. Quand j'ai fini, elle s'est levée et a quitté la pièce. Je l'ai entendue parler à Karl dans la cuisine. Sa voix est devenue plus forte, plus en colère. Karl est revenu. Un grand gaillard, ouvrier du bâtiment, des mains comme des masses. Voici ce qui va se passer. Premièrement, nous allons appeler la police et déposer une plainte. Ce que ton père a fait est une agression. Deuxièmement, tu restes ici aussi longtemps que nécessaire. Troisièmement, Amy va prendre des photos de tes blessures. Nous allons noter exactement ce qui s'est passé avec les dates et les heures. Si ton père essaie de venir ici, je porte plainte. Il a fait une pause. Et s'il se pointe, il aura affaire à moi d'abord. Vous n'avez pas à faire tout ça. Si, nous le devons. Parce que ce qui s'est passé est de la maltraitance et je ne te laisserai pas y retourner. La police est arrivée vers 20 heures. 2 officiers, un homme et une femme. La femme s'est assise avec moi pendant que je faisais ma déposition. Elle a pris des photos de mon visage, de mes côtes où les bleus se formaient déjà, de ma lèvre fendue, a posé des questions sur les incidents passés. Je lui ai parlé du schéma d'accusation, lui ai montré mon carnet avec toute la documentation. Votre père vous a-t-il déjà frappé? Il m'a bousculé, attrapé, des trucs comme ça. Mais jamais comme ça. Et votre mère? Où est-elle? Elle rend visite à sa mère malade à Grand Rapide. Elle n'est au courant de rien. Les officiers ont parlé à Karl et Amy pendant un moment. Puis ils sont partis, disant qu'ils avaient déposé le rapport et que quelqu'un de l'aide sociale à l'enfance, ASE, serait probablement en contact. Karl m'a fait de la soupe. Amy m'a donné de vieux vêtements de Léo puisque les miens étaient tachés de sang. Léo s'est assis avec moi à jouer aux jeux vidéo comme si de rien n'était, ce que j'ai apprécié plus que je ne saurais le dire. Cette nuit-là, j'étais allongé sur leur canapé, fixant le plafond. Mon corps me faisait mal. Mon visage me lançait.
Mais surtout, je me sentais vide, comme si on m'avait vidé de l'intérieur en ne laissant que la coquille. Mon téléphone a vibré vers 23 heures. Papa. 37 appels manqués, 16 SMS, tous des variations de « Reviens ici maintenant ou tu vas le regretter ». J'ai bloqué son numéro et je me suis endormi. Dimanche matin, Karl m'a emmené à la clinique d'urgence. Le médecin a confirmé qu'il n'y avait pas d'os cassé, mais des côtes contusionnées et une légère commotion cérébrale. Elle a tout documenté pour le rapport de police, m'a demandé si je me sentais en sécurité. Je lui ai dit que je restais avec la famille de Léo. Nous devons contacter votre mère. Elle s'occupe de sa mère mourante. Je ne veux pas ajouter ça à ses soucis. Mais Karl a quand même appelé maman. A expliqué la situation. Je pouvais entendre sa voix monter à travers le téléphone à chaque phrase. Karl m'a tendu son téléphone. Hunter. Sa voix tremblait. Dis-moi ce qui s'est passé. Tout. Alors je l'ai fait. La montre, les accusations, les coups, tout. Quand j'ai fini, il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis je l'ai entendu pleurer. Je rentre tout de suite. Mamie a besoin de toi. Tu as plus besoin de moi. Je serai là dans 4 heures. Reste avec Karl et Amy. Ne t'approche pas de cette maison. Elle a raccroché. J'ai rendu le téléphone à Karl. Maman est arrivée dans l'allée de Léo à 14h40. La portière de sa voiture a claqué si fort que je l'ai entendue de l'intérieur. Elle a franchi la porte de Léo, l'air prête à tout détruire. Elle m'a attrapé, a regardé mon visage, et son expression est devenue absolument glaciale. Elle s'est tournée vers Karl et Amy. Merci de vous être occupé de mon fils. Je dois emprunter votre téléphone. Le mien n'arrête pas de sonner et je dois passer des appels sans être interrompu. Amy lui a tendu son téléphone sans poser de questions. Maman est allée dans la cuisine et a commencé à composer des numéros. J'entendais des bribes de conversation. Son avocate en divorce. Oui, je dois déposer une demande immédiatement. Les motifs sont l'abandon par le conjoint de ses devoirs parentaux et la mise en danger d'un enfant. Puis d'autres appels que je ne pouvais pas bien entendre. Elle est restée au téléphone pendant 90 minutes d'affilée. Quand elle est finalement revenue dans le salon, elle ressemblait à quelqu'un qui venait de finir de planifier quelque chose de grand. Voici ce qui se passe. J'ai demandé le divorce. J'ai demandé la garde d'urgence pour toi. Ton père va bientôt découvrir ce qui se passe quand on s'en prend à mon enfant. Maman, non. Je lui ai trouvé des excuses pendant des années. Je t'ai dit d'être le plus intelligent parce que j'avais trop peur de me battre. Mais il a posé les mains sur toi. Ça s'arrête maintenant. Elle s'est assise à côté de moi, plus douce maintenant. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû voir ce que Damon faisait et l'arrêter. J'aurais dû tenir tête à ton père il y a des années. Je suis désolé, Hunter, mais je te promets que je vais arranger ça. Et grand-mère? Ma sœur est avec elle. Elle est stable pour le moment, mais tu es ma priorité. Tu as toujours été ma priorité, même quand je ne le montrais pas, la semaine suivante a été chaotique. Un pur chaos organisé mené par ma mère, qui s'est avérée bien plus effrayante que je ne l'avais jamais imaginé. Elle a emménagé dans un hôtel avec moi. Elle n'est même pas retournée à la maison, elle nous a juste installés dans un Holiday Inn et a commencé à passer des appels. Son avocate était une femme nommée Ruth, qui ressemblait à la gentille grand-mère de quelqu'un, mais parlait comme un parrain de la mafia. Elle a guidé maman à chaque étape pour démanteler complètement la vie de papa. D'abord, il y a eu l'audience de garde d'urgence. Nous sommes passés devant un juge le mercredi suivant, 4 jours après l'incident. Le rapport de police a aidé. La documentation médicale a aidé. Mon carnet documentant des années de mensonges de Damon et les réactions de papa a aidé. Le juge a jeté un coup d'œil aux photos de mon visage et a accordé à maman la garde exclusive temporaire sur le champ. Papa n'était même pas là. Ensuite est venue la division des biens. Le Michigan est un état de divorce sans faute, mais la maltraitance d'enfants change les choses. Ruth a déposé des requêtes pour tout. La maison, les voitures, les comptes bancaires, le fonds de retraite de papa, tout. Elle était impitoyable. Maman m'a montré les chiffres un soir dans la chambre d'hôtel. Ton père et moi avons construit cette vie ensemble. J'ai travaillé autant d'heures que lui et il a utilisé nos biens communs pour financer une maison où mon enfant a été maltraité. Alors oui,
je prends la moitié de tout, la maison et la garde principale. Et Damon? Il a 17 ans, assez grand pour choisir. S'il veut rester avec ton père, c'est son problème, mais il ne s'approchera plus de toi. La procédure judiciaire a avancé aussi vite que la loi du Michigan le permettait. Ruth a poussé pour des audiences accélérées en raison de la documentation sur la violence domestique. En 2 semaines, des ordonnances temporaires ont été mises en place, gelant les comptes joints et empêchant papa de vendre ou de transférer des actifs. La maison ne pouvait être vendue ou refinancée sans les 2 signatures, mais maman en avait l'usage exclusif pendant la procédure de divorce. Ruth avait tout préparé comme une opération militaire, chaque compte, chaque actif, chaque bien partagé, tout a été documenté, gelé ou placé sous ordonnance temporaire avant même que papa ne comprenne ce qui se passait. 3 semaines après l'incident, maman s'est rendue à la maison pendant la journée, quand elle savait que papa serait au travail, et m'a dit d'attendre dans la voiture. J'ai regardé à travers le pare-brise pendant qu'elle déverrouillait la porte, entrait et ressortait 20 minutes plus tard avec 3 sacs poubelles de mes affaires. Vêtements, ma batterie, mes livres, tout ce que j'avais laissé derrière moi. Le camion de papa n'était pas dans l'allée. Elle n'a même pas eu à lui faire face. Nous ne retournons pas là-bas. Je nous trouve un appartement, quelque chose de petit. Nous allons recommencer à zéro. Et papa et Damon? Ils peuvent se débrouiller. J'ai fini de protéger les gens qui font du mal à mon enfant. Le nouvel appartement était calme, propre, sûr. J'avais ma propre chambre, mon propre espace. Personne ne débarquait pour m'accuser de choses que je n'avais pas faites. Maman travaillait de la maison la plupart du temps maintenant, gardant un œil sur moi pendant que je guérissais. Les bleus se sont estompés. Les côtes ont cessé de faire mal. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Damon. Il avait détruit la montre de grand-père, m'avait fait accuser à sa place, avait regardé papa me battre à sang, avait souri pendant qu'on me jetait dehors dans un blizzard, et il était toujours dans cette maison, vivant sa vie, racontant probablement à tout le monde que j'étais le problème. Léo est venu un samedi en janvier. Nous étions dans ma chambre à jouer aux jeux vidéo quand j'ai abordé le sujet. Je dois m'occuper de Damon. Il a mis le jeu en pause. Que veux-tu dire? Je veux dire, il doit en subir les conséquences. Pas seulement mon départ, pas seulement le divorce de maman. À quoi penses-tu? J'ai sorti mon carnet, celui avec toute ma documentation. J'ai toujours tout ça. Et s'il y en avait plus? Et s'il faisait la même chose à l'école? Léo a eu un regard comme s'il se souvenait de quelque chose. Mec, tu sais comment les notes de Damon sont toujours parfaites? Tableau d'honneur chaque semestre. Même si je ne le vois jamais étudier. J'ai commencé à me renseigner discrètement. J'ai trouvé des élèves au lycée qui connaissaient Damon. J'ai commencé à entendre des choses. Comment Damon semblait toujours savoir quand les examens arrivaient, comment ses notes étaient étrangement constantes, comment il avait proposé d'aider quelques élèves à améliorer leurs notes contre de l'argent. Puis j'ai eu un coup de chance. La cousine aînée de Léo, Lana, était en première au lycée. Elle avait vu Damon dans la salle informatique pendant les heures libres. Toujours au même poste dans le coin arrière, il effaçait toujours l'historique du navigateur en partant. Il me fallait des preuves, le genre qui ne pouvait pas être expliqué. Lana a accepté d'aider. Elle avait aussi remarqué le schéma et pensait que Damon était louche. Nous avons planifié ça pour un mardi après-midi. Lana irait à la salle informatique pendant la même heure libre que Damon. Elle se positionnerait à un ordinateur en face de lui. Le téléphone caché dans son manuel, en train d'enregistrer. La première tentative a échoué. Damon n'est jamais venu. Deuxième tentative, il est venu mais n'a pas utilisé le portail de notation. La troisième fois fut la bonne. La vidéo qu'elle a obtenue était parfaite. 8 minutes de Damon se connectant au portail de notation en utilisant des identifiants d'administrateur. Lui naviguant vers son propre relevé de notes. Changeant un B en chimie en un A. Modifiant les registres de présence pour supprimer 3 absences. Ajustant le calcul de sa moyenne générale. Tout cela capturé en vidéo avec les horodatage de l'horloge de l'ordinateur visible à l'écran. Mais je voulais plus. Une seule vidéo pouvait être expliquée. Il me fallait un schéma. J'ai donc créé une fausse adresse email avec un compte jetable. J'ai contacté Damon en me faisant passer pour un élève de seconde nommé Josh qui avait entendu dire par des amis qu'il pouvait aider avec les notes. Il a répondu en moins d'1 heure.
Nous avons échangé des emails pendant une semaine. Il a expliqué ses tarifs, 70 € par changement de note, 140 € pour quelque chose de majeur comme ajouter des activités extrascolaires ou corriger les absences. Il a même envoyé des captures d'écran de son travail, des avant-après de relevés de notes qu'il avait modifiés, des témoignages de clients satisfaits. Le gars gérait une véritable entreprise. J'ai tout sauvegardé, créé des dossiers organisés par date, recoupé ces changements avec les registres officiels de l'école en utilisant des informations que l'ANA a extraites, construit une chronologie montrant qu'il avait accédé au système 49 fois en 7 mois, changé ses propres notes dans 8 matières, aidé 6 autres élèves, ajouté 2 activités extrascolaires qui n'existaient pas. J'ai aussi fait photographier le poste informatique par l'ANA, j'ai eu des photos de l'arrière du bureau où Damon s'asseyait toujours. Léo m'a aidé à créer un tableur répertoriant chaque changement de note avec les dates où l'ANA l'a vu dans la salle. C'était accablant, indéniable. L'école organisait une cérémonie de remise de prix en février. Honneurs académiques, prix de caractère, tout ce qui faisait bien sur les dossiers universitaires. Damon allait recevoir 3 prix, assiduité parfaite, excellence académique et leadership par les pairs. C'était ma date limite. Le 14 février, la Saint-Valentin. Un timing parfait. La cérémonie avait lieu dans le gymnase du lycée. Les parents remplissaient les gradins. Les élèves étaient alignés sur des chaises au sol. Je me suis assis au fond avec maman, regardant Damon se frayer un chemin dans la foule en serrant des mains. Il avait l'air confiant. Papa était assis au premier rang, rayonnant. Il avait tout perdu mais il avait toujours son enfant prodige. Ça allait changer. La cérémonie a commencé. La directrice, Madame Ortega, a fait un discours sur l'excellence et l'intégrité. J'ai dû ravaler un rire. Les noms ont été appelés. Honneurs académiques d'abord. Damon a reçu 2 prix. Il est monté sur scène les 2 fois, a serré des mains, a souri pour les photos. Les applaudissements étaient généreux. Puis les prix extrascolaires. Il l'a accepté comme s'il le méritait. Enfin, les prix de caractère. Leadership par les pairs. Ils ont appelé le nom de Damon, le décrivant comme quelqu'un qui fait preuve d'un caractère moral constant et aide ses camarades à réussir. Ouais, c'est ça. Damon est monté une dernière fois. Un plus grand certificat. Une photo avec la directrice Ortega. Papa était pratiquement incandescent. Je me suis levé, je suis descendu vers le parterre, je me suis approché de la directrice Ortega alors qu'elle était encore sur scène. Elle m'a reconnu grâce au papier de transfert. Hunter, c'est ça? Que puis-je faire pour toi? J'ai quelque chose que vous devez voir immédiatement concernant une fraude académique et un accès non autorisé au système de l'école. Le gymnase est devenu plus silencieux. Le visage de Damon est devenu blanc. J'ai sorti la clé USB de ma poche. Tout est là-dessus. Preuve vidéo, email, capture d'écran, horodatage. 7 mois de manipulation de notes et d'accès au système documenté. La directrice Ortega a pris la clé. Son expression est passée de la confusion à l'alarme. Que alléguez-vous exactement? Que Damon Parker a accédé au portail de notation en utilisant des identifiants d'administrateurs volés. Qu'il a modifié ses propres dossiers académiques 49 fois. Qu'il a changé les notes de 6 autres élèves en échange d'argent. Qu'il a inventé des activités extrascolaires qui n'existent pas, le gymnase a explosé. Les parents parlaient, les élèves chuchotaient. Papa s'est levé, l'air prêt à commettre des violences. Maman s'est interposée entre nous en douceur. Je voudrais également demander que la sécurité du campus examine les ordinateurs de la salle informatique. Je pense que vous trouverez des preuves d'accès non autorisé sur le terminal 7. Les dates et heures sont toutes documentées sur la clé. J'ai sorti une deuxième clé USB. Cette clé contient une analyse détaillée recoupant les moments où mon témoin l'a vu dans la salle informatique avec les preuves vidéo et les changements de notes. Tout correspond. La directrice Ortega tenait la clé USB comme si elle allait exploser. Je dois examiner cela immédiatement. Elle a regardé Damon. Vous devez venir avec moi. Maintenant. La bouche de Damon s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Papa a commencé à se diriger vers la scène, mais 2 gardes de sécurité se sont matérialisés de nulle part. Maman avait appelé à l'avance, les prévenant qu'il pourrait y avoir une perturbation. Monsieur Parker, vous devez rester assis. C'est une affaire d'école.
C'est mon fils et on l'appelle dans le bureau de la directrice. Vous serez prévenu. Ils ont escorté Damon par une porte latérale. La directrice Ortega a suivi. La cérémonie a complètement déraillé. Les parents exigeaient des explications, les élèves enregistraient avec leur téléphone, les professeurs essayaient de rétablir l'ordre. Je suis retourné à ma place à côté de maman. Elle souriait. Les retombées ont été spectaculaires. La directrice Ortega a examiné les preuves ce soir-là avec le directeur informatique du district et le surintendant. Ils ont tout confirmé. À minuit, ils avaient convoqué une réunion d'urgence du conseil scolaire pour le lendemain matin. La cousine de Léo m'a tenu au courant par SMS. Damon a été suspendu immédiatement en attendant l'enquête. Les 6 élèves qui l'avaient aidé ont été convoqués pour interrogatoire le lendemain. 2 ont avoué immédiatement, sacrifiant Damon pour se sauver. Le directeur informatique a extrait les journaux de sauvegarde de l'école. Chaque changement que Damon avait fait était documenté. Il pouvait voir ses notes originales, ce qu'il avait changé, la date et l'heure exacte. Sa moyenne générale réelle était de 2,8. Celle qu'il avait fabriquée était de 3,9. Le conseil scolaire a voté à l'unanimité pour expulser Damon, avec effet immédiat. Ils ont également renvoyé l'affaire au procureur du comté pour d'éventuelles poursuites liées à l'accès informatique non autorisé et à la fraude. Les acceptations de Damon à l'université ont été annulées. Les 4 écoles. Une a envoyé une lettre indiquant explicitement que la malhonnêteté académique était un motif d'interdiction permanente de futures candidatures. Cette lettre a fuité d'une manière ou d'une autre. Léo jure que ce n'est pas nous. Les 6 élèves ont reçu diverses punitions. 3 ont été expulsés. 2 ont été suspendus pour le reste du semestre. Le bureau du procureur s'est impliqué. Ils ont saisi l'ordinateur portable de Damon, son téléphone, tout. Ils ont trouvé des preuves du système de mai, des paiements, de tout. Damon a fini par plaider coupable à des accusations réduites. Il a été condamné à 2 ans de probation, 300 heures de travaux d'intérêt général et une marque permanente sur son casier. Pendant ce temps, papa avait ses propres problèmes. Les accusations d'agression que Carl avait déposées suivaient leur cours. Papa a fini par ne pas contester les accusations d'agression et de coups et blessures. Il a été condamné à 1 an de probation, des cours de gestion de la colère obligatoires tous les jeudis pendant 6 mois et une ordonnance de protection permanente le tenant à 150 mètres de moi. Le juge n'a pas été sympathique. Vous avez battu votre fils de 13 ans à 100 parce que vous avez cru un mensonge, puis vous l'avez jeté dans un blizzard pour qu'il meure. La seule raison pour laquelle vous n'allez pas en prison est que votre ex-femme a demandé la clémence pour le bien de votre autre fils. Ne testez pas ma patience. Le divorce a été finalisé 6 mois après la demande de maman. Maman a obtenu l'argent de la vente de la maison, la moitié de sa retraite, les 2 voitures, tout. Papa a pu garder ses outils et son camion. Il s'est également retrouvé avec les frais de justice de Damon, les paiements de dédommagement au district scolaire et 2800 € de frais d'avocat pour la bataille de garde perdue. J'ai appris par Léo que papa et Damon vivaient dans un 3 pièces au-dessus d'une laverie automatique dans un mauvais quartier. Damon travaillait dans un fast-food, rentrant chez lui en sentant la graisse de friture, essayant d'économiser pour une université communautaire. La vérité sur la montre a finalement éclaté aussi. Lors des procédures de divorce, Damon a admis qu'il avait pris la montre, prévoyant de la mettre au clou pour de l'argent. Quand il a réalisé qu'il ne pouvait pas la vendre sans pièce d'identité, il l'a brisée et m'a accusé à sa place. Apparemment, papa ne lui a pas parlé pendant 2 semaines après cette déposition. La maison s'est vendue en juillet. Maman a utilisé l'argent pour rembourser sa voiture, constituer un fonds d'urgence et verser un acompte sur une petite maison dans un meilleur district scolaire. J'ai commencé dans la nouvelle école après les vacances de printemps. Je me suis fait des amis rapidement. J'ai rejoint le programme de musique. Mes notes se sont améliorées sans le stress constant. Maman et moi dînions un soir en mai quand son téléphone a sonné. Elle a regardé le numéro et a froncé les sourcils. « C'est ton père. » Elle a répondu sur haut-parleur. « Que veux-tu, Denny ?» La voix de papa semblait fatiguée, vaincue. « Je veux parler à Hunter, juste 1 minute. »« Non. S'il te plaît. Je veux juste m'excuser. » Maman m'a regardé. J'ai secoué la tête. « Tu l'as entendu. Il ne veut pas te parler. Tu as perdu ce droit quand tu as posé les mains sur lui. Je sais que j'ai merdé.
Je sais que j'ai cru Damon quand j'aurais dû croire Hunter. Je sais que j'ai détruit notre famille. Je veux juste une chance de dire que je suis désolé. Tu peux dire désolé au chèque que tu envoies chaque mois. C'est la seule relation que tu as avec nous maintenant. Elle a raccroché, a bloqué son numéro. M'a regardé. Ça va? Oui, ça va. Et j'allais bien. Parce que ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de survie, de devenir quelqu'un que papa et Damon disaient que je ne serais jamais. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec mention. J'ai été accepté dans une université d'État avec une bourse d'études. Je me suis spécialisé en éducation musicale. Je n'ai jamais revu papa ou Damon. Il n'était plus qu'un bruit de fond et une histoire de survie. Et j'en avais fini de leur laisser prendre de la place dans ma tête. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de construire quelque chose qu'ils disaient que vous n'auriez jamais et de vivre si bien qu'ils en deviennent insignifiants. C'est ce que maman et moi avons fait. Et honnêtement, nous nous en sortons très bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous apporter plus d'histoires et de meilleure qualité. Merci.